Alors, je me représente, je m'appelle Clarisse da Silva, Taolewali. Je suis issue du peuple Kalinia Teleoyo de Guyane française. Je suis également brésilienne par mon père et ça peut porter à confusion parce que il est vrai qu'il y a des personnes de mon peuple qui me disent mais comment tu peux nous représenter alors que tu as un nom brésilien? Ce qui est drôle d'ailleurs. Et du coup, je suis à chaque fois obligée de répéter tout mon arbre généalogique où je suis obligée de leur dire alors je suis Kalinia, je suis brésilienne, je suis française, je suis amazonienne, je viens d'un petit pays, d'un territoire français qui est en Amérique du Sud, j'ai un passeport européen, je peux voyager partout en Europe facilement. Et donc du coup, je suis obligée de répéter à chaque fois toute mon identité, retracer toute mon histoire pour qu'ils comprennent pourquoi je m'appelle Clarisse Taolewali da Silva. Voilà, vous en faites partie maintenant. Je vis à Paris depuis 2 ans et demi. Je suis étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Je passe mon diplôme cette année. Vous êtes tous invités fin mai à mon diplôme. Je n'ai pas la date, mais je vous la donnerai bientôt. Et du coup, ce panel était très intéressant parce que quand j'ai commencé à travailler sur ma prise de parole aujourd'hui, qui sera beaucoup de l'impro aujourd'hui, ça tombait pile au bon moment parce que, c'est ce que j'en parlais avec Keiwa il y a 2 jours, c'est que après mon baccalauréat, là j'ai 24 ans, donc il y a 5 ans j'ai passé mon baccalauréat, et je suis partie à Toulouse pour faire une prépa artistique. Je n'ai pas tenu toute l'année, parce que c'est la première fois que j'ai fait face à la question identitaire. Alors je revendique mon identité Kalinia depuis très très longtemps, mais c'est la première fois, en arrivant en France, dans un pays européen, c'est la première fois de ma vie qu'on m'a fait me sentir noire. C'est pas autochtone, c'est noir. Et c'est la première fois que je faisais face à autant de discrimination, de racisme, et surtout dans le monde de l'art, où on m'a sorti explicitement que j'étais trop autochtone dans ma démarche artistique. Donc dans ce que je voulais, moi, dénoncer, ce que je voulais raconter, tout ce qui avait un rapport avec mon identité Kalinia. Donc j'ai fait un burn-out à la fin de cette prépa, voilà, qui m'a renforcée puisque je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris, donc c'est ma plus belle vengeance. Et arrivée aux Beaux-Arts de Paris, je suis rentrée dans une sphère, dans une bulle. J'ai été très bien encadrée, très bien accompagnée. J'ai été vraiment soulagée que le monde de l'art ne se limitait pas à des choses que j'avais vécues, moi, 5 ans auparavant. Et cette année, j'ai eu une grande réflexion. Cette année, aux Beaux-Arts de Paris, on a réussi à avoir. Il y a eu, je ne sais pas, un élan, une lumière qui est arrivée au sein de l'institution, qui a fait qu'on a eu un cours sur décoloniser les pensées au sein de l'histoire de l'art. C'était très intéressant, puisque du coup, ça initiait des réflexions dans l'amphithéâtre sur ce qui était mal ou pas mal. Ça portait des réflexions sur l'appropriation culturelle, ça portait des réflexions sur comment les peuples autochtones étaient représentés avant. Et c'est des questions, en fait, cette année qui sont très fortes chez moi, puisque on travaille. Une personne en particulier, qui est Corinne Devilliers, travaille sur les os humains. Et sur ça, sur les photographies de la collection de Bonaparte, on voit toutes les représentations de comment nos Kalinia étaient à l'époque, pendant les os humains, etc. Donc en fait, il y a toute une effervescence autour de la représentation qui est très importante du coup dans mon travail actuel. Et dans ma démarche artistique, j'essaye vraiment, parce que la culture me manque, la forêt me manque, mon peuple me manque, ma ville me manque, mon village me manque. Et j'essaye, même si je suis à 8000 km de chez moi, j'essaye absolument de quand même apprendre ma culture et de ne pas perdre le fil. Donc dans mon travail artistique, j'essaye de mêler l'artisanat, la perlerie, la vannerie, la poterie, qui sont normalement des artisanats, des arts qu'on est censé apprendre au village. Sauf que moi, je suis obligée de les apprendre ici, parce que je suis à 8000 km malheureusement. Et pourquoi je suis là à 8000 km? C'est parce qu'il n'y a pas d'école d'art en Guyane. Il n'y a pas d'école d'art en Guyane. Il n'y a pas de centre de recherche sur les cultures autochtones en Guyane. Ça n'existe pas. Les peuples autochtones en soi n'existent pas. Donc on voit déjà qu'il y a une faille dans le système. Alors tous les étudiants ultramarins doivent partir pour les études s'ils veulent faire des études.
Ça, c'est clair. Mais pour les peuples autochtones, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, du coup, je me retrouve à 8000 km dans une école, une prestigieuse école que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Je suis reconnaissante. Mais que je me retrouve aussi à faire face à des questions de qu'est-ce que être autochtone aujourd'hui dans un monde contemporain, dans une société française, dans une société européenne, et aussi comment s'approprier cette place, et surtout pourquoi est-ce que c'est important de s'exprimer en tant qu'autochtone aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être autochtone? Est-ce qu'on est légitime de pouvoir parler pour nous en tant que métisse, parce que je suis métisse? Est-ce qu'on est légitime de pouvoir parler en France, en Europe, dans le monde? Est-ce qu'on a une place pour nous? Et c'est vrai que c'est assez compliqué, puisque déjà, je suis une jeune femme qui se pose beaucoup de questions. Mais c'est aussi une grosse responsabilité quand on est aussi une représentante politique. C'est ce que je suis. Ça fait 6 ans que je me suis engagée politiquement auprès de mes autorités coutumières et de mon peuple. Et donc, en fait, on doit quand même trouver un moyen. Je peux être très, très virulente dans mes discours, dans les institutions, devant les autorités, devant l'État français. Je peux être très virulente, mais par contre, dans mon art, je vais être beaucoup plus soft. Je vais être beaucoup plus poétique. Je vais chercher à sensibiliser. Je vais chercher à faire réfléchir. Je vais chercher à communiquer. Je vais chercher à plutôt faire un lien entre le monde contemporain, le monde moderne, le monde traditionnel, le monde kalinja, le monde brésilien, un peu de tout. Parce que de ce que j'ai pu apprendre en 6 ans d'engagement, où j'avais beaucoup de haine du passé, avec tout ce qui a pu se passer avec mes ancêtres, etc. Il y a une chose que j'ai pu retenir, c'est que c'était important, la représentation, la représentativité de ce qu'on est en tant qu'autochtone. Et surtout que c'est important, je pense, la représentation, parce que... Une anecdote, juste. La première chose que j'ai appris dans ma culture, et c'est parce que j'ai beaucoup aimé, je pense que il n'y a aucune coïncidence dans ça, c'est que la première chose que j'ai appris, avant d'apprendre tout ce que je sais sur ma culture, c'est les tatouages corporels. Tabulpo, c'est comme ça qu'on dit dans ma langue. Et j'ai commencé à apprendre les symboles que l'on fait sur les corps pendant les cérémonies de deuil. J'ai appris. C'est la première chose que j'ai appris. Et comme par hasard, c'est la même gestuelle que lorsqu'on prend un pinceau et qu'on peint. C'est la même chose. Et donc j'ai appris. Et au fur et à mesure que tu apprends les symboles, tu apprends les mythes, les légendes. Tu apprends comment faire ton tabulupo, ton encre. Tu apprends et chacun a sa recette. Ça varie des peuples, ça varie des personnes. Tu expérimentes. Un vrai travail de biologiste, de chimiste. Et donc tu apprends. Et ça fait maintenant 2 ans que je maîtrise la chose. Je suis très fière. Et je l'ai appris avec mon yaya, mon grand frère. Et avec mon grand frère, on est les 2 seuls dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Dès qu'on a l'occasion d'aller en forêt, dès qu'on a l'occasion de trouver le fruit du génipa pour faire le tabulupo, systématiquement, quand je rentre en Guyane, j'ai pendant toutes les vacances les mains noires, même les bras. J'ai des tatouages partout. Et je me souviens que le premier jour où j'avais les mains noires, je suis allée dans l'épicerie, nous on appelle en Guyane des Chinois, parce que c'est des Chinois qui les tiennent. Et je suis allée acheter un jus et j'ai voulu payer. Le Chinois, il a fait « C'est quoi ça ?» Je lui ai dit « Ça, c'est des mains noires, c'est du génipa, c'est du tabulpo. » J'ai commencé à faire de la pédagogie. Et au fur et à mesure que je continue des années, à chaque fois de mettre les mains noires à chaque vacances, je vais 3 fois en Guyane par an. Donc à chaque fois que je rentre, ils savent que Clarisse, elle va avoir les mains noires à la fin des vacances, etc. Et au fur et à mesure, à force d'avoir les mains noires, de se faire des tatouages, de réapprendre, etc., on inspire d'autres jeunes à vouloir les mains noires. Parce que du coup, ils sont curieux. Ils sont très curieux de savoir pourquoi. Et j'étais très contente parce que lorsque je suis rentrée en été dernier, j'avais les mains noires, évidemment. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu, il y avait tellement de manifestations culturelles en Guyane, j'ai vu tous les jeunes autochtones, plein de jeunes autochtones avec des mains noires. La représentation est très importante, que ce soit dans l'art, dans les médias, sur les réseaux sociaux, ou même dans les manifestations culturelles, c'est très important. Donc maintenant, pour revenir à l'art,
j'essaye absolument dans mon art de faire le lien entre tous ces mondes, moi, qui m'inspirent et qui me nourrissent au quotidien. Et il y a une chose aussi que mon défunt oncle me disait, Alexis Tchouka, à qui je rends honneur aujourd'hui, qui disait qu'il fallait faire le lien et ne pas rester dans la haine du passé, puisque c'est comme ça qu'on peut mieux avancer. Et donc la mission qu'on a, je pense, dans ma génération, surtout moi en tant que métisse, c'est de pouvoir créer de la diplomatie, même s'il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille, c'est vrai. Mais c'est travailler sur de la diplomatie et essayer de faire avancer les choses. Créer des musées qui soient dignes de ce nom, qui soient dédiés aux cultures autochtones en Guyane, puisqu'on est complètement inexistant. Alors il y a l'artisanat, ça fait des années, on a toujours exposé l'artisanat, ça a toujours été présent. Mais par contre, comme nous ne sommes pas reconnus par la Constitution française, par exemple, nous n'avons pas de droits fondamentaux de peuples autochtones, nous n'avons pas de droits culturels, ni traditionnels, ni coutumières. Comme au Brésil, on a été déclaré citoyen dans les années 60. On était sous tutelle de l'État. Il y a eu tout un processus qui a fait qu'on a perdu la culture. Ma mère, elle a été en pensionnat aussi. Ça a duré des années. Il y a eu tout un processus qui a été mis pour que l'identité autochtone disparaisse. Et donc, en fait, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile pour une partie de ma communauté de s'introduire et de prendre des initiatives. Mais en même temps, si les institutions ne sont pas pour nous, et s'ils sont toujours dans ce processus d'effacer une identité, ça ne va pas marcher. Donc je pense que ma génération, elle a une mission qui est très fondamentale, c'est du coup de créer ces initiatives, créer des musées, créer des ateliers, sensibiliser, se représenter, se réapproprier une culture, se réapproprier une identité, chercher des réponses. Parce qu'on soit avec le dernier combat sur lequel je suis en train de travailler, qui est très politique, très sensible, du coup j'en parlerai pas, mais il y a une seule chose que j'ai pu remarquer, et je terminerai sur ça, c'est je suis en train de travailler pour un village qui s'appelle le village Achoborupo, qui est le village prospérité, qui lutte contre l'installation de centrales électriques à côté de leur village. Et la première chose que les jeunes m'ont dit, et c'est que les jeunes qui sont partis lutter, ils m'ont dit, on se bat parce que l'arbre sacré nous l'a demandé, et on se bat surtout parce que la culture, c'est le squelette de notre identité. Donc on ne peut pas. Si on n'a plus ça, on meurt. En fait, pour vous dire que on a une génération qui est complètement, qui se rendent compte de à quel point leur identité est importante et qui ne veulent pas la laisser s'étouffer. Voilà, merci. Ilupa Lolbomando Yasagalagon. Bonjour à mes frères, à mes sœurs et à vous tous et toutes qui êtes ici aujourd'hui. Je suis Kalinia Tolewuyo, je suis Keyon Henry et je suis artiste. J'ai eu récemment mon diplôme aux Beaux-Arts de Lyon et je sors d'une résidence à la Cité internationale des arts pour lequel j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Wosalaa. Wosalaa en Kalinia, ça veut dire « je reviens ». Et ce projet, en fait, il part de la période des eaux humains, où des personnes Kalinia ont été amenées de Guyane, de Suriname, vers la France et à Paris pour être exhibées dans les eaux humains lors des expositions universelles en 1882 et en 1892. Les recherches continuent, mais grâce à l'association Moliko Aletupo, qui est dirigée par Corinne Toca-de-Villiers, eh bien, un grand travail d'identification, de mise en lumière de cette histoire est en cours. Et c'est à partir de ces recherches, du coup, de l'association, mais aussi des archives qui sont détenues à Paris, et de ces endroits, de ce lieu qui accueille des mémoires qui, certes, sont douloureuses, mais qui doivent être mises en lumière, dont on doit parler, de cette rencontre, en fait, de deux perspectives, de deux façons de voir, que j'ai commencé à travailler autour de ce projet.
Donc ce projet, actuellement, il est toujours en cours. Donc ça mêle autant la vidéo que les photos, que l'écriture. Et moi, je travaille l'animation. Donc c'est vraiment un peu le territoire que j'ai investi. Et je dis souvent que l'animation, pour moi, c'est le langage de la transformation. Parce que dans l'animation va converger bien des disciplines, bien des médiums. Et c'est à travers cette mise en perspective autochtone, cette mise en perspective Kalinia, que je vais investir cette animation. Et l'animation va m'apporter à moi. Et le fait que je sois Kalinia va me permettre de travailler sur l'animation. Donc il y a des enchevêtrements plastiques, politiques, sociaux, identitaires. Et en fait, chaque projet qui est créé est comme des systèmes, parce que je projette mes pièces comme des systèmes composites où je me pose des questions et je les partage. Et ces questions, elles sont en moi, elles sont par rapport à moi, par rapport à comment je me situe en tant qu'artiste, en tant que Kalinia surtout, dans le système français, et comment on va, en tant que personne Kalinia, transiter dans ces différents espaces. Et c'est comment trouver des stratégies, des solutions, se confronter à des problèmes pour pouvoir survivre, pour pouvoir se dire demain, nous, Kalinia, demain, nous, autochtones, nous serons toujours là. Et je vais peut-être vous montrer une archive. Donc c'est une archive d'une installation que j'ai réalisée qui s'appelle Atonawignon, et ça veut dire à travers. Donc après je l'expliquerai et voilà, on fera le lien. Nokogo Aoua. Dans le creux de mes entrailles, j'ai trouvé la force de me reconnaître. Eu encontrei a força de me reconhecer. Outros rostos apareceram no reflexo. Os olhos, com esperança, chamaram. Nana Inyononu. Nana Kinipinanu. Iombo. Nana Ishema. Avancer et acter pour arriver au lendemain. Para chegarmos no dia seguinte e pautar. Rejouer ou déjouer. Jogar ou retirar. Du corps au papier. Do corpo para o papel, do papel para o corpo. Je vêtis le noir pour crier. Eu digo. Crier pour traverser. E gritar para atravessar. Le noir se déplace et les images s'entremêlent. E as imagens se entrelaçam. Plongé dans le noir. E sempre no escuro, Une conversation prend place dans cet conversa espace. que temos nesse espaço. Il m'accompagne. Ele me acompanha.
Merci. Et en fait, ce travail, c'est une installation vidéo avec des portraits de différents leaders intellectuels, penseuses, penseurs d'Abya Yala, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et en fait, dans cette installation, je fais une sorte d'appel pour toutes mes sœurs, tous mes frères, et de pouvoir regarder en nous. Et en fait, cette pièce découle vraiment d'une longue recherche un petit peu durant mes années d'études, comment nous, en tant que Kalinia, on perçoit aussi l'éducation, l'éducation qu'on nous donne, mais l'éducation qui est apportée autrement. Et je pense qu'il y a une énorme importance à avoir ces autres sources, qui sont nos frères et sœurs, qu'ils soient du Brésil, qu'ils soient du Canada, des États-Unis, du Chili, de l'Argentine, et d'autres encore, de Polynésie, de Nouvelle-Canaki. Et ceci est un travail pour dire qu'en tant qu'autochtone, en fait, on va traverser les temps, on va traverser les espaces, on va traverser beaucoup de choses. Et en fait, c'est en regardant vers l'autre, donc vers nos frères, entre sœurs, entre frères, que nous pourrons nous renforcer. Et cette pièce, c'est vraiment un appel à comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre nous, comment est-ce qu'on peut renforcer. Et vous, peut-être en tant qu'allochtone, non autochtone, de comment aussi vous pouvez vous approcher, parce qu'il y a aussi une sorte de tissage un petit peu d'une passerelle qui me permettrait, moi, à partir de mon contexte spécifique, de pouvoir parler à une majeure partie. Donc c'est faire une part d'intimité et faire une part de privé, mais je pense qu'à partir de ce contexte, à partir de chaque histoire, on peut parler à une part universelle. Donc cette installation aussi, les portraits sont réalisés au Tabulupo, donc au Génipa. Et il y a aussi ce travail de comment on va réfléchir à nos sciences en tant que Kalinia, comment on va réfléchir à nos arts. Et j'aimerais citer aussi Cassia Borges, que j'ai croisée très récemment. Et il y a vraiment cette phrase qui m'est restée et qui disait que nous, autochtones, nous avons toujours été contemporains. Ça veut dire que aujourd'hui, peut-être que c'est une nouvelle mode, qu'on recherche des solutions, mais en fait, nous avons toujours été là. Et je pense qu'une de nos grandes parts dans notre résilience, c'est l'adaptation. Et je pense que l'art peut être un territoire où on peut se poser des questions en tant qu'autochtone, de pouvoir se chercher des stratégies pour survivre demain. Et de comment justement réfléchir à nos concepts, comment réfléchir à nos techniques, comment est-ce qu'on peut traverser ces espaces. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont émue aussi dans Nié et Paulin. Et surtout quand j'ai vu en fait l'arbre dans lequel le Kalinia était inscrit. Le Kalinia n'était en fait qu'une branche, qu'une ramification de ce grand tronc. Et en fait, avec l'introduction d'Andrea, j'ai été émue parce que apparemment il y avait une grande représentativité Kalinia, mais dans notre réalité, il y a une fragilité qui est palpable. Et c'est ce qu'on travaille aussi dans nos pièces, c'est ce qu'on travaille aussi dans cet art. Et voilà, je pense qu'à travers justement la création de ces pièces, à travers le fait de pouvoir partager qui on est, et de chercher aussi qui on est, parce qu'on est toujours dans cette actualité de questionnement. Vous comme moi, nous sommes en période de questionnement. C'est un temps de la question, et bientôt, ou en tout cas chaque jour, on essaye d'apporter une réponse. Et voilà. Donc à partir de ces différents projets, c'est comment je chemine moi en tant que Kalinia dans ces différents espaces, et aussi de confronter les espaces des fois, parce que ça a été réalisé dans un amphithéâtre, et donc il y a on inverse un peu les rôles, comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous avons la parole aujourd'hui, comme nous actons avec nos présences aujourd'hui. Cette pièce et justement nos corps, nos paroles sont là également pour acter. Et je pense que nous avons de grandes choses encore à tisser, et surtout d'avoir plus d'espace pour être qui nous sommes,
et comment nous voulons être écoutés, comment nous voulons être tout simplement. Et je vais terminer avec un dernier vers d'un poème que j'ai écrit. Donc il est en caligna, en portugais et en français. Et c'est vraiment pour faire écho en fait à tout ce qui est engagé en ce moment, parce qu'en ce moment même, nous sommes en train d'être transformés. Donc le poème s'appelle Onumaganon, ça veut dire penser en caligna. Excusez-moi, je viens de le perdre. Pardon. Pilelu sawangaye, utoposa onulima podupo. Abenyu bokousa, elotuna enuko, amanon kesewamaton. Je hisse la voile, je navigue sur la transformation. Je suis le courant. Bois de cette eau, nous saluons la vie. Eu isso a vela, eu navego na transformação. Eu sigo a correnteza, beba desta água. Saudamos a vida. Merci. Magmahe? Chata Kangtakti, Chata Yofei. Eu vou começar com uma aula de Je Kaingan. vais commencer avec un cours de Kaingan pour débutants. Dans la langue Kaingan, et nous ne disons pas bonjour, bonsoir, bonne nuit, comme beaucoup de langues autochtones, nous demandons si les gens vont bien. Et si vous êtes bien, si vous allez bien, alors vous répondez Magma. Ok, très bien. Je vois que vous avez été approuvé. Vous avez eu une première note positive. Alors, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier Majoï et Dayar pour d'avoir réussi à m'amener ici avec le soutien de l'ambassade de France, du musée de la langue portugaise, afin que nous puissions participer à ce colloque. Alors, c'est très difficile de laisser le contexte brésilien, de la lutte que les peuples autochtones vivent sur plusieurs fronts. Et c'est dans ce moment mon peuple pleure le deuil du décès d'une petite fille qui était en train d'être se diplômer en droit. Les Patachors pleurent le décès également d'un leader jeune qui est tombé dans le territoire. Et pour tous ces motifs, c'est un privilège d'être ici et de parler ici dans le colloque de France. Et cela a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup. Merci. Merci Majoï, merci Dayar de cette occasion de parler à côté de jeunes, d'intervenantes si belles et si talentueuses. Continuez à défendre votre identité. L'identité se construit. Nous sommes le fruit de négation d'identité, d'interdiction de langue. Et alors, le fait de nous demander pourquoi est-ce que vous êtes blanche, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas votre langue, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas habillée comme il y a 500 ans, ou peinte, ou avec ce qui est actuellement dans les musées qui sont dans le monde entier. Au minimum, c'est une amnésie historique. J'appelle ça une amnésie historique. Alors, nous n'avons pas perdu nos langues. Elles ont été interdites. Nous n'avons pas été invisibilisés. Nous avons été niés comme des êtres humains. Après, dans nos cultures, nos langues ont été interdites, notre nourriture, notre spiritualité. Ce sont des différentes formes d'exterminer. Toutes ces différentes formes sont en marche. Nous sommes le rêve de nos ancêtres. Ils ont rêvé de jeunes préparés qui est qualifié, qui puissent entrer dans les territoires différents de notre contexte et qui pouvaient parler d'égal à égal. Nous avons appris une première, deuxième, troisième langue afin d'arriver jusqu'ici. Alors,
Grâce à tout cela, pour tout ceci, le fait de participer à ce colloque est un privilège, est un honneur. Et j'aimerais remercier ceux qui nous ont permis d'être ici dans ce moment historique. La technologie, c'est quelque chose de féminin, n'est-ce pas? Alors, je suis Kaingang. Voici la présentation que j'ai faite au début. Mon nom en Kaingang est Yofei. Alors, Yofei est donc la fleur d'une de quelque chose de médicinal qui veut dire la guérison. Et donc, alors moi, je me disputais beaucoup avec les grands-mères. Les femmes Kaingang et les grands-mères choisissent le nom de l'enfant avec, sur la base, en effet, de la moitié du père. Nous héritons la moitié, donc les dessins, les symboles de notre père, mais nous sommes éduqués par la mère d'une autre moitié. D'accord? Nous apprenons à respecter le différent depuis notre âge le plus tendre, parce que nous sommes éduqués par l'autre et nous ne pouvons nous épouser que l'autre. Toute la moitié de la guerre, toute la moitié de la journée, toute la moitié du soleil est mon frère. Alors, pendant que j'entendais les définitions des langues qui nous disaient, voilà, là c'est la sœur de la mère, sœur du père, je me disais, c'est exactement ça. Nous n'avons pas d'orphelins, nous avons des familles énormes. Et nous respectons la diversité parce qu'elle fait partie intrinsèque de notre système organisationnel. Alors que lorsque les gens disent les Kaingang n'avaient pas d'écriture jusqu'à très récemment, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai lorsque les symboles de nos ancêtres, n'est-ce pas, c'est ce qui est resté de la culture Kaingang, c'est qui est dans notre peau, n'est-ce pas, et ceci est un sens, c'est un langage, c'est mon identité. Alors, qui a été utilisé historiquement sans que personne n'ait demandé l'autorisation, que j'ai été informée. Moi, j'ai été avocate. Je suis avocate et je n'ai pas choisi d'être avocate. On m'a dit, il n'y a pas d'avocat. Donc, nous sommes effectivement les Blancs, ils créent sur nous sans notre autorisation. On m'a dit, tu vas faire du droit. J'ai dit, non, moi j'ai d'autres rêves. Ils m'ont dit, c'est le bien-être de ton peuple, qui est un peuple de guerre. Alors, on a besoin que tu laisses tomber tes rêves individuels pour que le bien-être collectif passe au-dessus comme une priorité. Alors, étant donné que je suis fille de la moitié de la guerre, j'ai dit OK. Et je racontais l'histoire que ma grand-mère m'a donné un nom qui provient de la moitié de la nuit. D'accord? Et je disais, pourquoi est-ce que tu m'as donné le nom d'un thé médicinal? Il y a tellement de noms, de diamants, de chutes d'eau. Pourquoi ce nom plus approprié? Et elle chantait, elle était quelqu'un qui travaillait avec les herbes, donc elle fait sage-femme et elle s'efforçait pour que je comprenne la différence entre une feuille et une autre. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Je voulais jouer. Elle me disait, on voit très très bien, on voit tout de suite que toi, tu es une Kamé, tu viens de la moitié de la guerre, vous êtes des gens brutaux. Et moi, je ne m'inquiétais pas beaucoup. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. Alors aujourd'hui, je suis spécialiste brésilienne des ressources génétiques, le patrimoine culturel et la propriété intellectuelle. Donc, en fin de compte, ma grand-mère ne se trompait pas tant que ça. Je travaille avec effectivement des gens du monde entier qui des Nations Unies depuis 24 ans. Bien qu'il n'existe pas de diplomate autochtone encore aujourd'hui, c'est dans ce domaine que je suis présente et que rien de plus. Voilà, c'est quelque chose d'adéquat, la moitié de la guerre, dans l'arène des Nations Unies, où l'on attend tout au moins que l'on maîtrise tout au moins 6 langues qui ne sont pas parlées au Brésil. Le portugais n'est pas une langue des Nations Unies, où l'on arrive à travailler, disons, avec les différents pays et régions. Donc, étant donné que cette table est sur la diplomatie autochtone, je vais vous parler un petit peu de cette expérience.
Alors, je viens d'être appelée pour assumer dans le gouvernement le poste de première directrice d'un musée gouvernemental, le Musée national des peuples autochtones, qui était le musée indigène de Rio, une structure qui a été fermée pendant plusieurs années et qui relève le défi de mettre en place la politique publique de culture pour les peuples autochtones. Donc, je ne suis pas seule et seule peut-être en fonction du mandat que j'ai reçu de ceux qui étaient représentants des lidérances comme Outon Krena, qui sont nos références, n'est-ce pas? Ils ont dit, il y a 20 ans, tu vas étudier la protection de notre danse, de notre chant, de nos prières, des savoirs de nos pagesses, parce que les territoires ont déjà été expropriés. Nos cultures ont été déjà disponibles pour ceux qui vont pouvoir payer. Elles ont été saccagées dans les musées et en dehors des musées. Or, les murs, mais toi, tu seras une spécialiste dans ce domaine. Et j'ai dit, mais vous êtes sûr? Je ne vais pas travailler avec la démarcation des terres sur le domaine de la santé, l'éducation, parce que le monde du blanc ne fonctionne pas comme cela. Ils ont des petits carrés, ils forment des spécialistes qui savent beaucoup sur presque rien. Voilà, ça c'est l'université. Ils ont dit, voilà, c'est exactement ça. Vas-y. Et d'ailleurs, tu as la bénédiction de nos pagesses et reviens de temps en temps. Leur monde faiblit, ton esprit vient te baigner dans les chutes d'eau, viens, enfin, te ressourcer, écouter les chants. Même si tu es loin de chez toi, ton esprit va s'affaiblir de plus en plus, nos langues disparaissent. Toutes les 2 semaines, une langue meurt dans le monde. Ce sont des langues autochtones. Et donc, avec ce mandat, j'ai agi tout au long de ces années. Voilà le biome d'où je viens. Elles sont majestueuses, Raquaria, des pins, vraiment qui existent depuis très longtemps et elles ont été. Ils existent très peu. Domaines où il y a des araucaries debout, puisque les autres ont été mises à terre et arrachées. Donc, nous avons au Kaingang, où nous disons que c'est Grengre, Hinve, ma sœur, la fille de ma tante. Nous n'avons pas de tante, c'est la sœur de la mère, c'est la petite mère, Manti. Et donc, on parlait des territoires, des femmes semences, n'est-ce pas, de reforester les mentalités. Pourquoi? Parce que notre culture, elle jaillit de notre territoire. Notre territoire est la base sur laquelle nous élaborons toute notre culture matérielle. Notre langue a beaucoup de paroles, de mots pour le biome d'où nous venons, et lorsqu'elle tombe, notre culture, elle s'en va également. Alors, ces écocides et génocides sont intrinsèquement, sont très liés, c'est très lié, c'est intimement lié. La culture Kaingang, elle est en péril, et ceci avec nos langues, parce que nos araucarias disparaissent, et avec elles, notre culture, parce que c'était un tronc d'un araucaria qui se célébrait les rituels des morts des peuples Kaingang. Et les personnes disent, comment avez-vous perdu ces rituels? Nous ne les avons pas perdus, ils ont été retirés de nous. Nous avons été obligés à faire tomber des araucarias avec une main-d'œuvre d'esclaves, et je suis venue ici pour parler de réparation. C'est ceci que nous avons dans les Nations Unies. Nous avons été niés comme êtres humains. On nous a dit, vous n'êtes pas. Nos terres ont été déclarées terres vacantes, terres sans propriétaire, ex nullus. Nous étions le personne de l'histoire. Et ensuite, on nous a dit, OK, votre savoir n'est pas une science, votre savoir est empirique. Mais nos pagesses servent de base pour des centaines tous les ans de cours, et sans que les universités viennent réparer l'extractivisme intellectuel dont nous avons été victimes tout au long de l'histoire. L'université
a un rôle à jouer. Les institutions ont besoin d'être décolonisées. Jusqu'à quand allons-nous servir simplement pour être les élèves? Jusqu'à quand allons-nous être lettres blancs, c'est-à-dire un papier blanc, des cultures inférieures, exotiques? Non. Nous sommes venus pour dire qu'indépendamment des frontières nationales, nous étions déjà là il y a 4, 5, 10 000 ans. Nous avons des technologies aussi sophistiquées que jusqu'à présent, on n'arrive pas à reproduire des pièces, certaines de l'orfèvrerie de l'Amérique centrale. On n'arrive toujours pas à reproduire l'architecture de beaucoup de monuments faits par des peuples autochtones. Mais la négation arrive au point que l'on dit des extraterrestres l'ont fait, mais ils n'arrivent pas à dire ce sont les peuples autochtones qui ont une technologie supérieure à la nôtre. Leur science est plus avancée que la nôtre, parce que si nos savoirs avaient été écoutés, alors nous ne serions pas arrivés à la fin du monde aussi vite. Nous sommes dans l'Anthropocène. Ce qui signifie que la science qu'on nous a dit qu'elle était supérieure n'a pas marché. L'heure est arrivée des universités qu'elles concèdent des types de docteurs et qui ont été niés dans leur sagesse, qu'ils soient maintenant acceptés. Combien de doctorats, combien de post-docs ont été concédés sans qu'ils nous disent « Voilà la source de cette connaissance ». Et cette source fonctionne dans des millions de recherches. Et je ne parle pas de tous et des brevets. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Alors, le matriarcat n'est pas formellement reconnu. Cette dame, voilà, elles sont belles, les Kaingang, de début jusqu'à la fin. On dirait un aigle, cette femme. Et normalement, elle ne souriait pas. C'est très difficile. Ça, c'est un sourire. Donc, c'est quelqu'un qui a été envoyé à 15 à 16 ans vers un internat parce que les Kaingang n'avaient pas d'écriture. D'accord? Et il fallait étudier la langue Kaingang parce que c'est un peuple de guerre, un peuple qui n'accepte pas d'imposition. L'unique forme de briser la résistance du Kaingang, accepter des valeurs extérieures, c'était d'utiliser la langue. L'éducation a été un instrument, un outil d'ethnocide. Écrire notre langue n'était qu'une stratégie pour insérer des valeurs qui étaient extérieures. Ma mère a été la petite jeune qui a été objet de recherche pour placer le Kaingang dans la forme écrite. Lorsqu'ils ont compris cela, du nord de Rio Grande do Sul, la première équipe de professeurs sont venus. Lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient été utilisés pour détruire notre culture, tout un processus pour utiliser l'éducation comme un outil a débuté comme renforcement de notre identité. Cette femme est responsable, avec d'autres professeurs, pour toute une législation que nous avons au Brésil, spécifique, interculturelle, bilingue, sans la qualité que nous voulons. Mais c'est quelque chose qui figure dans la loi grâce à son travail. Son père rêvait de devenir et de voir des avocats autochtones. Il serait fier. Mon grand-père était cacique dans le nord du Rio Grande do Sul. Et nous avons fondé, cette dame a fondé un des premiers ponts de culture autochtone. C'est un programme dans le ministère de la Culture. Il a été il a dénoncé le négoce du soja. Et là, il a le siège à Kochi, dehors des territoires, parce que nos territoires sont victimes de violences extrêmes. Voici la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, contrarier le matriarcat. Le Kaingang n'est pas quelque chose de recommandable, donc je ne vais pas parler de ce qui est là, mais d'équipement, nous allons parler de comment travailler avec des cultures vivantes dans différents contextes, parce que nos langues font partie de notre culture. Elles peuvent être présentes dans les territoires, dans les musées, dans les universités, lorsqu'elles deviendront universités dans les institutions de gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une ministre. Aujourd'hui, l'organe
indigéniste officielle est présidée par une autochtone, comme aujourd'hui dans le contexte international, nous affirmons nos droits qui ont été historiquement niés. La raison en est le maintien de notre diversité, la survie de nos cultures pour les prochaines générations. Parce que nous ne savons pas quelle planète nous allons laisser et quelle génération nous allons laisser pour travailler avec l'autre. Mon peuple a 60 000 personnes qui vivent en 4 États différents et les peuples autochtones au Brésil aujourd'hui représentent 1% de la population brésilienne. Nous avons des peuples dans des situations d'isolement volontaire qui vivaient comme à l'époque de l'invasion, qui sont massacrés par l'or, par la bauxite, par le minéraux de fer, par le soja avec de sang, Guarani Kwana, par la canne à sucre. Et il n'y a que les produits qui changent. L'exploitation est la même parce que c'est 1% que nous sommes seulement, qui est sur les 13% des aires les plus conservées de la Terre. Dans les dernières décennies, de la déforestation a terminé et avec 20% de l'Amazonie dans les territoires, la déforestation était de 2%. Et même comme cela, nous avons encore la réputation de prédateurs. Mais ce n'est pas que l'Amazonie. Si la pampa tombe, la forêt atlantique sera affectée. Nous avons 6 biomes, des espèces endémiques dans chacune d'entre elles. Et nous faisons partie de notre territoire. Parce que ce qui a lieu, ce qui se passe, nous ne sommes pas détachés de la terre où nous habitons. Et il semble tellement difficile de comprendre cela. Personne n'envoie des autochtones dans les universités pour étudier des choses abstraites. Nous avons besoin de revenir, comme Maïro l'a dit, à des résultats concrets. Nous ne pouvons pas revenir sans résultats. Nous ne sommes pas venus au Collège de France simplement pour dire les choses, pour que vous puissiez partager et pour que vous puissiez nous admirer nos danses. C'est un cri au secours, un appel au secours que nous faisons ici. Nos langues meurent, nos connaissances sont expropriées. C'est la dernière frontière qui est expropriée. C'est le savoir dans nos pagès. Je suis directrice d'un musée fermé il y a 8 ans et sans ressources, sans moyens pour pouvoir réformer la maison portugaise qui nous a été donnée pour garder les archives. Nous n'avons pas d'attache avec les maisons portugaises, mais nous pouvons, et ce sont les collections qui sont du musée. Et nous pouvons projeter des écrans, la production de nos artistes. C'est une nouvelle ère. Nous avons 340 000 objets dans une collection qui a 20 000 objets ethnographiques, 20 000 publications, 400 œuvres rares et 300 000 documents, vidéos, audio, photos qui racontent comment a été l'histoire récente du massacre duquel nous sommes le produit, et différentes publications comme l'UNESCO, comme celle dont l'UNESCO est partenaire, de grammaire autochtone. C'est un produit qui nous intéresse parce qu'elle va à l'intérieur de nos territoires et qui sert à renforcer. Il est arrivé le moment de soutenir des projets que nous avons élus comme priorité et non que les gens ont dit qu'étaient importants pour nous. Nous avons travaillé avec l'art, avec des audiovisuels, avec des auteurs autochtones. Donc ici, certaines des œuvres qui ont été publiées depuis 2014 dans ce projet. Dans le cadre de ce projet, ici, je pense que nous allons pouvoir publier la dernière d'entre elles, la grammaire Picham, et qui va être lancée en avril. Voilà le type de choses qui nous intéressent. S'il vous plaît, soutenez-nous, parce que comment pouvez-vous nous soutenir? En nous écoutant. Nous écoutons, nous, les autochtones. Donc, en parlant des écrivains autochtones, comment protéger, voilà.
C'est l'objet des thèses d'étudiants qui ont affronter le monde méritocrate de l'académie, l'univers dans lequel nous sommes, et il est arrivé l'heure est arrivée qu'ils soient nos références. L'heure est arrivée d'avoir leur soutien pour que nos intellectuels puissent parler à la première personne et qu'ils ne parlent plus en notre nom et qu'ils disent ce qui est bon pour nous. Nous avons autant de capacités que le fait de montrer nos cultures par la forme orale, mais écrite également. Il est beaucoup plus facile de travailler avec les arts et les cultures plutôt que de faire des discours juridiques. Et je le sais parce que je suis avocate. Et vous savez que c'est très, très exhaustif et ennuyeux de parler d'une virgule si elle doit être sur un texte ou pas, mais l'art. Là, oui, c'est beaucoup plus intéressant. C'est la raison pour laquelle ma sœur Toucan nous a fait l'UNESCO chanter cette semaine. Et c'est historique. C'est quelque chose d'historique. L'art est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que je ne voulais pas faire droit, mais c'était une nécessité, un besoin. Chez Netflix, nous avons une série qui s'appelle Louis. Mon fils m'a dit, « Maman, je dois apprendre beaucoup plus de mots en Kaingang. » Et il existe des façons de soutenir la revitalisation de la culture. Et nous voulons travailler avec ces formes. Pour la première forme, le cinéma va travailler avec des expositions de cinéma pour des cinémas et des cinéastes autochtones. Nous avons besoin de tous les espaces que vous voudrez nous donner. Et finalement, nous travaillons avec l'université linguistique du point de vue des femmes. Josie Lay à Kalingang, et elle est docteure, elle est la première docteure d'anthropologie de notre peuple. Notre peuple et notre famille ont été une journaliste, première avocate, et ce n'est pas par hasard. Nous avons besoin de ces espaces. Et pour terminer ma présentation, avant qu'on me coupe la parole, comme j'ai été invitée pour parler de diplomatie autochtone, je voudrais vous dire qu'en mai, nous aurons une conférence diplomatique. Les ministres d'État du monde entier se réuniront aux Nations unies dans l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, peut-être l'organe le plus riche des Nations unies, pour approuver un futur outil sur nos cultures, sur nos langues, sur nos chants, sur les savoirs de nos Pajaïs. Nous avons besoin que le monde soit qu'on exerce une pression sur le monde, sur l'ONU, pour qu'ils reconnaissent que nous sommes des artistes, des créateurs, que nous avons des sciences et que ce qui est fait sur Njirob, les brevets sur Assaï, les brevets sur notre sacré, et qu'ils doivent respecter notre consentement et qu'ils doivent répartir les bénéfices qu'ils reçoivent pour cela, des millions investis dans ce que nous avons, dans les servias que nous avons et qui n'ont jamais été partagés avec les Guaranis. Voici, cette conférence n'a pas décidé de notre futur, de notre avenir, sans notre participation, sans notre présence. Vous êtes tous invités à notre, comme les Nations unies appellent les caucus, c'est-à-dire les groupes de travail autochtones, pour pouvoir faire un document de position sur ce que nous attendons de ce futur outil. Et nous attendons la réparation sur une forme de décolonisation, d'institutions, d'ouverture d'espace, d'appui à des initiatives, et chaque peuple a son idée de réparation. Construire les musées que nous voulons, des musées qui ne sont pas décrits par des tiers, comme notre culture qui est derrière une vitre, un musée avec une culture vivante, des musées qui puissent parler à partir de nos propres visions du monde et qui parlent à la première personne. Voici mon contact. Je terminerai par un salut très utilisé par des peuples d'Amérique du Sud
Sawubona Shikunga. Sawubona veut dire je te valorise, je te respecte, tu es important pour moi. Quand le monde, quand les universités, quand les institutions arriveront à un point de décoloniser, au point de nous dire « Sawubona, les peuples autochtones sont importants, nous vous respectons. Vous sont précieux pour la diversité culturelle du monde. Peut-être que nous pourrons répondre Shikonga, alors nous existerons pour vous. » Merci beaucoup. Vous avez des commentaires ou des questions? Je vais peut-être me lancer alors. J'avais une question concernant à poser à Fernanda, et notamment sur quelle était la position du peuple Kaingang à l'égard notamment de l'anthropologie du lointain, c'est-à-dire non pas de leur propre culture, enfin la sauvegarde non pas de leur propre culture, mais la connaissance d'autres cultures que la leur au-delà du Brésil. Et est-ce que c'était une préoccupation pour les jeunes ou voilà, c'est une question très ouverte, mais c'était une question qu'on avait abordée notamment lors du colloque international de linguistique à Insticham, Jivaro, en Équateur, avec Philippe Descola et Anne-Christine Taylor qui était ici et Mauricio Nere. Donc on avait participé à cette rencontre avec les plus hauts dignitaires des nations Shuar et Insticham Achuar d'Équateur. Et ils avaient une préoccupation importante suite à la rencontre qui avait eu lieu pour la connaissance du lointain, la connaissance de la France, des institutions françaises. Je crois qu'il y avait eu un dialogue au sujet de la connaissance du Parlement français, des institutions françaises. Est-ce que c'est une préoccupation aussi pour le peuple Kaingang ou d'autres peuples du Brésil de vouloir aussi pousser la diplomatie au-delà de leur au-delà de cet intérêt politique évident de revitalisation et de défense des droits liés à la terre et au territoire? Nós temos uma preocupação. Nous avons effectivement une si grande préoccupation avec les lointains que nous envoyons beaucoup de nos jeunes vers les universités. Peut-être que les Kaingang soient le peuple qui a le plus nombre de personnes, de jeunes gradués. Et justement, par ce besoin de comprendre ce qui est différent de nous approprier dans ce qui est possible et ramener à la maison les solutions. Mais évidemment, nous ne travaillons pas seulement avec notre peuple. Quand nous faisons des échanges interculturels, on voit toutes les similarités qu'il y a entre nous, entre nos peuples, même s'il y a nos différences. Et c'est pour ça que dans le monde autochtone, nous appelons l'autre en parent. Il n'est pas de mon peuple, mais il fait partie de la famille autochtone. Donc le fait d'envoyer nos enfants, nos jeunes vers des frontières lointaines, ça c'est une perspective que nous avons effectivement, parce que nous regardons et nous voyons dans l'éducation, dans le dialogue, dans l'interaction qui s'établit, un outil possible pour améliorer la situation de nos territoires. Pour nous, l'autre, il peut être notre allié. Parce que nous sommes de toute façon des minorités. Nous avons été des majorités par le passé, mais aujourd'hui, nous sommes des minorités. Si nous arrivons à établir des alliances, nous avons un monde possible. Le fait d'envoyer nos jeunes aux universités, ce n'est pas seulement pour qu'ils apprennent les programmes de l'académie, mais c'est aussi pour qu'ils puissent donner leur contribution
à partir de notre propre diversité. Donc la diversité, c'est un facteur de richesse. La langue également comme un facteur d'identité et aussi de richesse. Parce que quand on reste à l'intérieur de notre territoire, tout nous paraît normal. Et c'est au moment où on sort qu'on voit les différences, que les gens n'ont pas les mêmes coutumes. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est notre identité, notre langue, notre nourriture, nos vêtements. Et ça renforce, ça nous rend forts. Parce que quand on aide à l'extérieur, on donne beaucoup plus de valeur à nous-mêmes, notamment quand on revient chez nous. Eu vou falar em português porque eu cansei de falar em francês. Bon, je vais parler en portugais parce que je suis fatiguée de parler en français. Et je voulais tout d'abord remercier à cette table ronde et toutes les paroles de mes autres parentes. J'apprécie beaucoup d'apprendre avec le peuple autochtone de français. J'admire beaucoup Clarisse, tout son peuple Kaligne. Je trouve que c'est choquant de voir la difficulté des peuples autochtones de l'Amazonie pour qu'ils réussissent à avoir une place, l'espace de voix dans un pays quand même qui se pose devant le monde comme une grande référence culturelle. Et moi, en tant qu'artiste, je vois dans l'art et dans les langages artistiques de ce peuple une très importante plateforme pour la construction politique du projet de société dans lequel nous vivons. J'ai eu l'occasion de démarrer mes études en sciences de l'art à l'université Paris 1, Sorbonne. Et je me rappelle très bien qu'à mon arrivée, je n'avais que ma valise avec mes affaires parce que je n'arrivais pas à avoir la place pour apporter mes dessins. Et quand nous avons présenté mes portefeuilles, j'ai fait ce que je pouvais. Et la prof m'a critiqué devant toute la salle, toute la classe, en disant « c'est n'importe quoi ». Et j'ai répondu et elle a crié vers moi qu'elle s'en foutait en pleine Sorbonne. Et j'étais tellement choquée que je suis partie, je suis rentrée au Brésil, j'ai fait mes études, mais la graduation et la post-graduation dans l'université de Brasilia, où je suis devenue professeure d'art, et ensuite j'ai fait une post-graduation de droit humain, et j'interviens en tant qu'artiste. Ici, dans l'écran, vous avez une photo dans quelqu'un de ma famille dessin, d'un parent, de Paulo Dessano, qui s'appelle Pamorimaçã. C'est le peuple de la transformation et qui utilise nos graphismes anciens avec ces techniques, parce que très souvent on nous questionne sur notre technique. Pourquoi on ne peint pas seulement avec Genipapo ou Rocum, ou ceci ou cela? Pourquoi on ne reste pas seulement avec notre artisanat autochtone? Pourquoi on peint avec de la peinture acrylique? Pourquoi on utilise photographie? Pourquoi on tient le portable à la main? Enfin, plein de choses, comme si tout ça allait enlever notre identité. Parce que les techniques, les connaissances, les sciences sont ouvertes à tous. Et donc, il faut occuper cet espace pour dire, comme a dit notre parente, cette perspective qu'on a toujours été contemporain. Et que toutes les narrations de représentations sur le corps indigène, autochtone, au long de l'histoire de l'art, ça a servi politiquement comme un projet d'enlever notre humanité dans les narratives historiques qui existent dans l'académie, dans les écoles et dans tous les espaces de pouvoir jusqu'à ces jours. C'est pour ça que c'est très important d'ouvrir de nouveaux espaces pour les artistes autochtones de la contemporanéité qui est toujours présente, aussi bien les anciens qui gardent toujours ces pratiques anciennes, comme ceux qui ont un langage avec des grandes guillemets modernes et qui puissent présenter l'art ancestral, mais avec la puissance de l'exercice de tous ces dialogues possibles. L'année prochaine, d'ailleurs, je voulais profiter pour remercier
la présence des représentants de l'ambassade du Brésil ainsi que de l'ambassade de France au Brésil, qui ont établi ces beaux dialogues entre nos pays, parce que c'est l'année du Brésil en France et de la France au Brésil. Tout ça dans la perspective d'avoir plus de place à partager tous ces autres langages qui sont pour nous la meilleure plateforme de sensibilisation et d'ouverture de nouvelles pensées dans l'ensemble de notre société. Merci beaucoup. Je suis désolé, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je suis désolé, ça va être en français et ça va être rapide. Dans l'expression, dans ce domaine de transformation, en utilisant en fait l'art, puisqu'on est là-dedans. Est-ce que, et de manière plus générale, ça peut toucher d'autres sujets de transformation qu'on a évoqués en fait après. La question, c'est est-ce que vous construisez des ponts avec d'autres endroits dans le monde en fait qui peut-être ont accès à des choses assez communes, telles que l'Afrique, avec ou bien la Polynésie, vous l'avez cité, ou la Nouvelle-Calédonie en fait, ou l'Australie. Je pense qu'il y a d'autres endroits. Merci. Je ne sais pas si je vais répondre vraiment directement à la question posée. Mais ce qui est intéressant en tant que Kalinia de Guyane, en fait, ce qui est intéressant déjà dans la France, dans le système français, dans le pays qu'est la France, avec son histoire coloniale, c'est que la France, et je crois, fait partie des seuls pays qui ont encore des colonies, qu'on appelle des départements et territoires d'outre-mer. Voilà, on va le dire, c'est des colonies. C'est pour ça qu'il y a des mouvements d'indépendance de ces départements, territoires. Et ce qui est assez complexe, quand je commence à parler de mouvements politiques autochtones et de mouvements d'indépendance aussi en Guyane, et que j'essaye tant bien que mal de m'inspirer des mouvements du Brésil ou du Suriname ou du Venezuela ou de la Colombie, enfin de l'Amérique du Sud en général, mais en tout cas les pays voisins qui sont le Brésil et le Suriname, la première chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes législations, on n'a pas les mêmes constitutions, et de toute façon, eux, ce sont des pays indépendants, nous, on est encore un territoire français, sous tutelle de la France. On est des colonies. Il faut le dire, il faut l'accepter, ce terme. Et donc, ce qui est complètement dingue, c'est qu'on est obligé, du coup, d'être solidaire entre territoires d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, alors qu'on est dispatchés partout dans le monde, dans le Pacifique, dans les Caraïbes. Mais du coup, on n'a pas le choix, parce qu'en fait, on a le même bourreau. Et on doit faire avec. On a les mêmes bourreaux, on a les mêmes législations, on est dans le même système. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, c'est pas la même chose, puisqu'ils ont des statuts qui sont complètement différents, mais par contre, les mouvements se ressemblent. Et du coup, c'est pour ça que dans le domaine politique, et là, parce que la Guyane est en train de présenter un projet d'évolution statutaire, en tout cas, c'est en train de se préparer. Dans ce projet d'évolution statutaire, par exemple, on doit du coup inclure logiquement la question autochtone. Donc les peuples autochtones, en Guyane, on est 10 000 environ autochtones, on est 6 nations autochtones, donc les Wayana, les Kalinia, les Païkwenné, les Teko, les Wayampi, les Lokono. Et donc il faut du coup avoir comment structurer la chose, qu'en fait on n'est pas reconnu en France, donc on n'a pas de système à part nos propres systèmes traditionnels, mais comme on n'est pas reconnu, on doit trouver une législation qui va avec. Et donc en fait on travaille beaucoup avec les Kanaks. On s'inspire de leur système, on s'inspire de comment eux ils se sont structurés au fur et à mesure des années, on s'inspire de leurs mouvements. On a beaucoup de liens aussi avec les Polynésiens, et surtout dans le corps politique. Et on essaie vraiment de travailler en lien avec les territoires d'outre-mer. C'est encore beaucoup plus complexe parce que
on doit travailler avec les territoires d'outre-mer, mais on doit travailler aussi dans une unité avec l'ensemble de la population guyanaise. Et il y a encore un travail de sensibilisation à faire de l'intérieur. Mais du coup, il n'y en a pas d'autre choix en tant que Kalinia en France, en Guyane, de devoir travailler avec des départements d'outre-mer. Et c'est complètement dingue parce que quand je suis partie aux Nations Unies en juillet dernier, j'ai fait une formation de 4 semaines là-bas. Et moi, me suis retrouvée aussi, c'est pour ça qu'on parle de complexité linguistique et culturelle, c'est que je me suis retrouvée dans le groupe linguistique francophone, avec forcément des pays issus du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest et tout plein de pays. Mais en fait, on n'avait pas les mêmes problématiques. Et donc, du coup, je me suis retrouvée entre le groupe linguistique francophone et le groupe linguistique lusophone, où en fait, j'ai dû prendre un peu partout pour m'inspirer de comment en fait penser la politique autochtone en Guyane. Du coup, c'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà. Par rapport à tous ces espaces, je pense que je rebondirai sur ce que dit Clarisse. Dans le concept de diplomatie, je pense que par rapport à notre contexte guyanais, il y a différentes couches par rapport à cette diplomatie. Il y a une diplomatie entre nous, les nations qui sont les nations autochtones en Guyane, conjuguée avec les autres populations qui sont sur le territoire. Puis après, ça s'étend, et en plus, il y a cette relation extrêmement ambiguë et compliquée avec la métropole. Mais d'autre part, je pense que nous nous rapprochons, je pense, entre personnes de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Guyane, parce que nous voyons qu'il y a aussi des rapprochements dans la douleur avec cette colonisation qui nous a traversés comme ça, de façon rhizomatique. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes rapprochés par cette douleur, mais je pense que même pendant ma résidence, qui était justement destinée aux artistes avec de très grandes guillemets d'outre-mer, qu'on a pu aussi se rapprocher dans nos douleurs, se rapprocher dans nos histoires, mais se rapprocher aussi dans nos espoirs. Et je pense que c'est ça qui nous rapprochera en fait par rapport à ce changement, parce que nous vivons, je pense, un grand changement par rapport à cette idéologie de la nationalité française, de comment penser la France. Et voilà, je pense qu'il faut avoir conscience de cette complexité de ce que pourrait être la diplomatie en tant qu'autochtone, que ce soit sur notre territoire, mais avoir conscience de ces multiples territoires, et même personnes habitant ici ou venant de la métropole, de réfléchir justement à cette multiplicité, parce qu'elle est bien vraie et elle a toujours été là. A pergunta foi sobre pontes. La question, c'était autour du fait d'établir des ponts. Mais aux Nations Unies, très souvent, on dit qu'on ne peut pas discuter sur notre avenir, sur de la démarcation légale, sur nos cultures, sans notre participation. Les États ne sont pas légitimes pour faire ça à notre place. Et la France est un des pays qui dit qu'on ne peut pas adopter l'expression de peuple autochtone parce que le peuple est un seul, est uni. Donc, j'ai demandé de projeter l'image des peuples autochtones des colonies françaises. Il dit ça ne vous ressemble pas. Ils ne parlent pas la même langue que vous. Ils ont des langues autochtones. Donc, comment on peut parler du peuple français qui est un seul? Il y a quelque chose de faux là-dedans. Bon, moi, je ne suis pas diplomate. Moi, je suis une guerrière. Mais je suis aussi avocate et je suis aussi archéologue. Et c'est pour ça que tout au long de ces 20 dernières années, nous avons approuvé le protocole de Nagoya. Nous attendons d'approuver une démarcation internationale sur la protection de nos cultures
pour que plus jamais nos textiles soient utilisés comme inspiration et qu'on ne reçoive rien de rémunération en tant que peuple autochtone. Parce que parler du renforcement sans autonomie financière pour faire ça, c'est de la pure hypocrisie. Donc le peuple autochtone du monde entier, ils s'efforcent, ils établissent ce pont, ils vont dans les universités, ils apprennent d'autres langues, ils font de la diplomatie sans jamais avoir fréquenté les écoles de diplomatie. Et nous avons une excellente diplomatie. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent mieux sur nos cultures, sur nos peuples autochtones. Nous avons besoin de diplomates autochtones. Mais pour montrer comment nous établissons ce pont, je voulais vous donner la grammaire Apichan, c'est un peuple de la Funaï. Je voulais vous donner à la représentante du Collège de France, du laboratoire d'anthropologie sociale. Je vais vous offrir cette grammaire comme le symbole d'une alliance, d'un pont pour que Haute-Kaingang puisse revenir ici, que d'autres. Nous sommes 305, il ne faut pas forcément que ce soit un Kaingang, nous sommes tous de la même famille, nous sommes des parents. Donc je voulais offrir ça à Andrea et je voulais aussi vous offrir un objet de vannerie de mon peuple, une bague, une alliance. C'est comme ça qu'on établit le pont. Merci beaucoup Fernanda, merci Clarisse, Yue, merci pour ce débat qui vient en fait de s'ouvrir, je crois. C'est le commencement d'un dialogue qui va j'espère se déployer entre nous sur des sujets tout à fait importants qui concernent à la fois la science, nos disciplines, l'anthropologie, la linguistique, mais aussi bien au-delà la diplomatie, la politique, le développement des peuples autochtones au Brésil. Et je souhaite de tout cœur qu'on puisse continuer ce dialogue ensemble à l'avenir et être des alliés peut-être dans la construction de projets communs ou de projets où on pourrait prendre part ensemble. Merci beaucoup. Je vais inviter Elena Melchiona, qui est donc pour l'ambassade du Brésil en France, qui va nous dire quelques mots de clôture avant la parole de Dayara. Et puis, voilà, je vous remercie. Boa noite a todos. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de l'ambassade du Brésil en France, je tiens à remercier et à féliciter les organisateurs, le laboratoire d'anthropologie sociale et bien sûr le Collège de France pour nous accueillir ce soir, pour accueillir ce bel colloque et pour organiser cette belle initiative. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans un endroit si emblématique pour les sciences et surtout pour l'anthropologie, pour clore ce colloque international des langues autochtones d'Amérique du Sud. C'est un événement phare qui a permis de mettre en valeur un sujet porteur d'un énorme potentiel pour rapprocher davantage les peuples du Brésil et de la France, car il aborde un héritage commun et dont il faut être très fier aux communautés autochtones des deux côtés de la frontière franco-brésilienne. Comme il a été évoqué tout au long de cette journée, il y a encore une belle diversité de langues autochtones en Amérique du Sud, chacune ayant le pouvoir de révéler différentes mémoires, significations, visions du monde, habitudes et croyances. Ces langues peuvent constituer, à travers les débats et les exercices de réflexion, comme ceux que nous avons faits ici aujourd'hui, une opportunité de rapprochement et de dialogue, non seulement entre les communautés autochtones, mais aussi entre ces communautés et les autres membres de leurs respectives sociétés. En ce moment très important de nos relations bilatérales, où nous unissons nos efforts pour la relance du partenariat stratégique Brésil-France, y compris un intense échange de visites de haut niveau entre nos deux pays. Comme vous savez, le président Emmanuel Macron sera au Brésil au fin de cette mois.
Il est fondamental que nous cherchions à resserrer davantage les liens d'amitié entre les sociétés brésiliennes et françaises, notamment à travers l'augmentation et la diffusion des échanges culturels et universitaires. Ce colloque pluridisciplinaire qui réunit des universitaires issus de l'anthropologie, de la linguistique, de l'histoire et d'autres domaines autour d'une thématique tellement riche et diverse, comme évoqué à plusieurs reprises au cours de cette journée, illustre parfaitement cet élan constructif en faveur du renforcement de nos liens communs à partir de la science, de l'éducation et de la culture. Par la décision des présidents Lula et Macron, 2025 sera l'année culturelle du Brésil en France et de la France au Brésil. Nous espérons que les langues autochtones des deux côtés de la frontière, ainsi que leurs diverses formes de manifestations culturelles, comme la poésie et les chants, seront des sujets très présents dans la programmation. Des événements tels que celui-ci peuvent ainsi contribuer à rendre les relations Brésil-France représentatives des sociétés brésiliennes et françaises dans toute leur diversité et richesse. Pour tirer les meilleurs profits de la saison croisée et construire des partenariats pérennes qui puissent se poursuivre au-delà de 2025, nous espérons, par ailleurs, compter sur le soutien des universités brésiliennes et françaises, qui ont déjà une longue et riche histoire de coopération entre elles. Je vous invite tous à prendre part à ces projets. Pour conclure, je vous félicite tous encore une fois pour cette belle initiative et fais le vœu que nous puissions mettre en valeur chaque fois davantage cet important héritage culturel de l'humanité qui sont les langues et les cultures autochtones du Brésil et de la France. Merci beaucoup. Anhum, merci, gratidão. Gostaria de agradecer essa casa. Je voulais remercier cette maison de transformation, le Collège de France, et remercier tous nos partenaires, le Musée de la langue portugaise, l'ambassade du Brésil, le ministère de Peuples autochtones, la FAPESP, toutes les personnes qui nous ont soutenus pour réussir la réalisation de cet événement, toutes les équipes de l'exposition Inheporã qui nous a donné un souffle pour ouvrir et continuer à ouvrir beaucoup de portes, de fenêtres, de rivières, avec le vol des oiseaux pour s'aimer les sémences devant nous et avoir les 4 vents que vous avez sur l'écran. Je voulais partager ce dessin, que c'est la rose de vent au nord, l'aigle, au sud de le gavillon royal, le béjaflot et le condor dans les Andes. Donc, c'est les 4 vents qui nous apportent beaucoup de langues, beaucoup de messages et qui tournent tout autour de la planète en établissant des connexions sur le cours des eaux et des souffles. Et nous partageons les mêmes eaux et les mêmes vents. Inheporã, c'est ça. C'est la laine, la parole des esprits. C'est pour ça que j'ai invité avant-hier, lors de vernissage UNESCO, de faire cet exercice de respirer ensemble. Au-delà de formuler des sons et des idées, c'est pouvoir respirer ensemble et faire battre nos cœurs tous ensemble. Ce chant a été reçu par un rêve, par un penseur qui aujourd'hui marque l'histoire d'apprentissage que nous avons. Il s'appelle Ailton Krenak. Et lui, il a été le principal articulateur, un peu le porte-parole de mouvements autochtones dans les années 70 et 80. Et il a défendu la promulgation de droits que nous avons aujourd'hui reconnus dans la Constitution brésilienne. Ailton, ainsi que d'autres leaders internationaux, savent que la parole a du pouvoir. Mais à un moment donné, il a compris la force du silence. C'est le silence du poids, de la tristesse et des difficultés de la lutte, ou bien du deuil vécu pendant tous ces processus. Et à un certain moment, il a compris, il s'est tu.
Et après ça, il a rêvé de ce chant qui disait Nye e poran. Respire, concentre-toi, respire et apporte de beaux mots. Les paroles qui peuvent sonner et que peuvent transformer et s'aimer les rêves. Donc, nous tous maintenant chanter ensemble. Ça vous dit? Comme ça. Je vous entends pas. Et comme ça, on respire et on souffle ensemble. Et maintenant, tout doux. Merci à tous. Qu'on puisse toujours accueillir dans notre maison les meilleures paroles. Merci. Merci à tout le monde et merci à tous les auditeurs aussi, à tout le public d'avoir tenu cette journée bien dense dans plusieurs langues. Voilà, c'était quand même aussi un défi, un challenge pour nous tous, nous toutes et tous, de changer de langue, voilà, de s'adapter. Merci.